Alors on est enchanté aujourd'hui dans cette émission de 42 TV d'accueillir Emmanuel Dacosta. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Emmanuel, donc vous avez un parcours qui aujourd'hui commence à prendre ses racines, à prendre ses fleurs. Donc vous êtes un pur produit de l'école de musique stéphanoise. Donc vous avez maintenant un, un historique dans la musique. Euh, oui, oui, oui. Enfin, j'ai commencé la musique dans la plaine du Forêt, à Saint-Cyprien, et je suis rentrée après, effectivement, au Conservatoire Saint-Étienne. J'ai fait tout mon cursus jusqu'au DEM, et ensuite, je suis rentrée à Lyon. Alors si on vous accueille aujourd'hui Emmanuel, c'est parce qu'effectivement, je l'ai un peu laissé entendre dans le déambulatoire de début, c'est qu'effectivement aujourd'hui, à 37 ans, on peut le dire votre âge, même si ça ne se fait pas, à 37 ans, vous commencez à cueillir les fruits finalement de votre travail immense. Vous avez eu des récompenses l'année dernière. Oui, j'ai eu quelques prix, notamment le prix de l'Académie des Beaux-Arts, prix d'encouragement, et un prix Pulsation contemporaine de la Fondation Francis et Mickey Salabert. Donc ça, je suis vraiment très heureuse d'avoir eu cette reconnaissance. Et effectivement, j'ai la chance d'avoir plein de beaux projets très divers et variés. Donc c'est Alors, je vous ai parlé hier au téléphone pour préparer cette émission. Vous m'avez dit, moi, quand je poursuivais mon cursus long, mon long cursus dans les études, j'imaginais qu'auteur-compositeur, j'allais être tranquille, qu'on allait me foutre la paix, que j'allais être dans une chambre isolée et travailler mes gammes. Non, aujourd'hui, c'est chef de projet. Oui, oui, c'est ça, c'est un peu ça. En fait, aujourd'hui, pour être compositrice, bon, il y a la composition, bien sûr, mais il y a plein d'autres choses à faire. La communication, aller voir des concerts, analyser d'autres œuvres, rencontrer du monde, rencontrer des interprètes, travailler avec eux. Enfin, c'est vraiment multiple comme activité. Et donc, du coup, aujourd'hui, est-ce que c'est la vie rêvée dont vous vous imaginiez quand vous faisiez vos études? Oui, je pense. C'est pas si facile que ça de vivre de la composition, mais, euh, mais effectivement, là, je suis très heureuse de ma vie. Alors, j'aime bien dire ça, mais la dernière fois que j'ai interviewé un auteur-compositeur, c'était Pierre Boulez. Il m'avait dit, Pierre Boulez, effectivement, je lui ai posé la question, maître, est-ce que vous pensez avoir réussi vos enregistrements, donc enregistrements de vos concerts? Il me disait, on n'enferme pas une baleine dans une boîte à sardines. Est-ce que vous avez le même rendu? Est-ce que le spectacle de musique contemporaine, il ne se vit bien qu'à travers, effectivement, le live, quoi? Disons que c'est pas la même écoute. Effectivement, une baleine dans une boîte à sardines, j'aime bien cette image. C'est vrai que quand on a un orchestre, C'est Pierre Boulez. oui, Pierre Boulez en plus. Oui, je comprends, mais en fait, c'est pas la même écoute. Quand on est en live, on n'entend pas les mêmes choses que sur un enregistrement, je trouve. Et les deux sont importants. Oui. Complétez cette réflexion. Non, mais c'est vrai que le live, il y a quelque chose qui se transmet en fait des interprètes au public. Enfin, il y a quelque chose en plus qui est un peu magique, alors qu'un enregistrement, il est figé. En plus, ça dépend beaucoup de la qualité de l'enregistrement, de la salle. Parfois, moi, j'ai eu des concerts que j'ai trouvés fantastiques, et finalement, l'enregistrement, je me suis dit, ah, dommage, c'est pas ce que j'ai entendu. Et parfois, c'était même le contraire. Pendant le concert, bah, je sais pas, j'étais peut-être pas dedans. Et en fait, en écoutant l'enregistrement, je me suis dit, ah bah oui, mais en fait, c'est chouette. Alors, parlons de ce qui vous nourrit, parce que vous nous faites tendre un peu une perche. Qu'est-ce qui vous nourrit, vous, aujourd'hui, pour composer? Euh, Beaucoup de choses. Déjà, écouter beaucoup de musique, aller voir beaucoup de concerts, analyser beaucoup de musique, euh, 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 échanger avec les interprètes, ça c'est important aussi. Pouvoir tester plein de choses sur les instruments, des modes de jeu, des techniques. Ça me nourrit beaucoup. Et puis après, il y a tout ce qui est extra musical, qui, qui est par exemple le sport, la montagne, la randonnée. Ça nourrit aussi. Parfois, quand je compose, parfois j'ai pas d'inspiration et en fait je vais faire un break, même parfois d'une semaine et je reviens et tout est clair et tout est là. Est-ce que c'est comme l'imaginaient les anciens, une inspiration qui tomberait du ciel, ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez chercher? Hum, Ah, en fait, non. est-ce que vous entendez la musique
parfois, on entend chez les interprètes ou chez les compositeurs, voilà, la musique m'est apparue en rêve. Vous savez, c'est la fameuse intuition du poète. M'apparaît en rêve comme une sorte de dialogue avec la divinité. Ou est-ce que c'est au contraire des sons, ou est-ce que vous avez vous-même un projet, un chemin pour construire vos œuvres après? Ça dépend vraiment, je pense, de tous les compositeurs. Donc ma réponse, elle ne sera pas forcément la même. Ben, c'est la vôtre qu'on J'ai, attend. c'est la mienne. Oui, non, je pense que je vais la chercher, l'inspiration aussi par toutes mes expériences. Et finalement, la musique, c'est juste... ma musique, c'est juste un mélange de tout ce qui se passe dans ma vie. Alors, on va zoomer maintenant, Emmanuel, si vous me permettez, sur deux ou trois œuvres que vous choisiriez et nous dire à la fois l'inspiration et puis le trajet qu'elles ont eu. Parce que, comme vous l'avez dit, une œuvre, ça vit. Oui, oui, oui. Trois œuvres. Donc, en fait, je compose vraiment pour plein de formations différentes. Des opéras ou pour des ensembles, des grands ensembles, pour de la musique de chambre. Donc, il y a plein de facettes. Il y en a une peut-être qui a été très importante l'année dernière, qui est la création de mon opéra Actéon, qui est une commande de Radio France pour la maîtrise de Radio France, piano et percussion. Et donc cette pièce qui dure environ 1 heure a été créée à l'Opéra de Paris. Et ça, c'était vraiment pour moi une expérience incroyable dans les échanges aussi avec la maîtrise de Radio France. C'était vraiment... Donc, vraiment Actéon, un mythe installé, une histoire connue des milieux culturels et quelque chose où il faut peut-être retrouver une nouvelle inspiration, moderniser le mythe, Oui, travailler sur le livret, moderniser, voilà, c'est ça. sur les voix d'enfants. Sur les voix d'enfants, c'est ça. À savoir que donc j'ai travaillé avec un librettiste, Samuel Muller, sur cette commande. Et effectivement, après, donc Samuel a vraiment retravaillé le mythe d'origine qui est assez cruel. Oui, une histoire de Euh, chien, d'enfant, voilà, c'est ça, un dévoration. chien. Voilà, c'est ça. Chasseur qui se fait dévorer par ses propres chiens, pour faire court. Et donc déjà, Samuel avait vraiment bien remanié ce livret pour que ce soit accessible à un public d'enfants, puisque c'était dans la programmation jeune public d'ailleurs de l'Opéra de Paris. Et moi ensuite, ben voilà, il fallait continuer ce travail-là, adapter l'écriture musicale aux voix d'enfants. Voilà. Donc il y a tout un travail. On revient un peu à ce qui sera finalement le fil directeur de notre entretien. On pense l'auteur-compositeur comme quelqu'un d'isolé avec des musiques dans sa tête, et c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il se nourrit de l'extérieur, et après il se nourrit des échanges, et même pendant la création, il continue à se nourrir d'interactions. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, ça évolue. Alors en plus, sur 1 heure de musique, ça prend plusieurs mois pour composer ça. Donc entre la première note et la dernière, on a souvent un peu évolué. Donc on revient aussi... Alors c'est quoi la première note d'Actéon? Oula, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. En tout cas, en général, je ne prends pas par ordre chronologique Ouais, la musique. Je ne commence pas forcément par l'introduction. Parfois, je peux commencer par l'introduction, ouais. mais je choisis un endroit qui me parle le plus. Et puis D'accord. après, Une je vois couleur? une couleur, voilà, une couleur, une expression, des harmonies. D'accord. Enfin, au début, c'est toujours quelque chose d'un peu nébuleux dans ma D'accord. tête. Et puis, au fur et à mesure, on l'affine et puis on le met après sur partition. D'accord. Mais il y a tout un travail de gestation, en fait. Avant D'accord. de commencer à écrire des notes, bah, on y pense, un peu de partout, n'importe Donc on est où. hanté par ce symbole fort de ce mythe-là, et on voit comment on trouve des correspondances dans la couleur musicale, dans les orchestrations, dans l'intensité, et puis dans les voix d'artistes aussi, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et est-ce que ça raconte aussi en parallèle de l'histoire, du livret, est-ce que ça raconte quelque chose, la musique? Forcément. Oui, je pense. Qu'est-ce que vous vouliez? Alors, vous avez utilisé quoi comme répertoire musical dans Actéon? Il en reste 2 après, hein. J'ai pas vraiment utilisé de répertoire musical. Enfin, c'est vraiment ma propre musique qui est un mélange de plein d'inspirations. Après, qu'est-ce que j'ai voulu dire? C'est compliqué parce que moi-même, je le sais pas vraiment. Enfin, c'est difficile de mettre des mots sur la musique. Finalement, Mhm. j'ai un livret et je fais de la musique, mais dire ce que j'ai voulu dire, ça voudrait dire faire un autre livret ou mettre des mots différents D'accord. du livret. Enfin, c'est très compliqué. C'est incommunicable.
Oui, c'est ça. J'ai du mal, D'accord. j'ai du mal à Et répondre. alors, du coup, quelle est l'émotion qu'il y a derrière? Ça dépend. Ça dépend des mouvements. Il y a des mouvements qui sont mystérieux, qui se questionnent, qui sont un Mhm. peu nébuleux. Il y en a d'autres qui sont cruels. Parlons du chien. Des chiens d'actéon. Non, en fait, les chiens, il y a même pas vraiment de cruauté. C'est juste des chiens qui font leur travail de chiens de chasse et qui vont dévorer. Enfin, c'est vraiment important, je crois que pour Samuel, je ne veux pas parler à sa place, mais c'était important de ne pas donner de, de dimension anthropomorphique aux personnages, aux animaux. D'accord. Donc là, c'est juste des chiens finalement qui voient un cerf, puisque Actéon a été transformé en cerf, qui voient un cerf et qui vont dévorer ce cerf. C'est juste factuel. Il y Alors, a pas. on est à l'Opéra de Paris, enfin pas l'Opéra de Paris, la musique de Radio France. On est dans une commande effectivement de fin d'année de l'année dernière. Entre-temps, vous avez travaillé avec quelqu'un qu'on connaît un petit peu dans le ligérien, donc Christopher Murray. Là, c'est un autre travail d'arrangement avec un artiste on va dire, de folk pop. Et du coup, quelle a été la coopération? Oui, effectivement, ça c'est un projet très différent avec Christopher. Donc Christopher a composé tout un album euh, qui est sorti récemment. Et nous, on se connaissait, on a travaillé ensemble à la Maîtrise de la Loire. Et il m'a demandé, voilà Emmanuel, est-ce que tu penses que tu pourrais mettre des parties électroacoustiques sur ma musique? Donc il y a pas, moi j'ai pas fait d'arrangement, j'ai juste ajouté une partie électroacoustique, mais vraiment en essayant de rester dans l'univers de Christopher. L'objectif c'était pas de composer quelque chose qui me ressemble, c'est son album, donc moi j'avais vraiment envie que nos deux univers ils puissent se mélanger et que ça puisse vraiment être dans sa couleur. Et donc effectivement j'ai créé quelques parties électroacoustiques sur quelques pièces de son album. Et c'était Donc avec quels instruments? juste électroacoustique. D'accord. Donc, sons enregistrés ou sons électroniques qui sont transformés par la suite. D'accord. Et à ce moment-là, du coup, votre touche, si un auditeur veut avoir la curiosité d'entendre votre patte, votre touche, elle se mesure où, à quel moment? Sur cet Pour une album, oreille non entraînée, ouais. euh, je- peut-être au niveau des timbres, enfin j'ai travaillé sur les timbres, sur des échos. Ça c'est quelque chose qui est très présent dans ma propre musique aussi. Et je pense que j'ai essayé de le recréer aussi dans l'album de Christopher. Mais, euh, mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment la musique de Christopher. C'est Donc vous appropriez pas le bébé et vous apportez finalement un écho voilà, c'est à ça. son propre univers. Voilà, c'est ça. Écoutez, on vous aura entendu, Emmanuel, pour la première fois donc sur nos ondes. On espère qu'effectivement, comme le fils prodigue dans la Loire, on commence à connaître votre visage et votre nom, et puis votre travail. Donc, je rappelle, vous êtes un pur produit stéphanois. Vous avez été formé dans les écoles stéphanoises. Vous êtes maintenant enseignante aussi à l'université Jean Monnet. Et puis, votre carrière, finalement, maintenant, elle prend des résonances, y compris en Italie, y compris en Europe. Et on espère qu'effectivement, vous aurez l'occasion de revenir nous voir, peut-être avec d'autres trophées et d'autres prix, d'autres victoires. Merci, Emmanuel, d'avoir Merci partagé ce beaucoup. moment Merci. d'intimité sonore. À Merci très beaucoup. bientôt. À bientôt.